voit maintenant la notion de topologie produit. Donc toujours une famille d'espaces topologiques, et quel que soit J appartenant à I, PJ, la projection canonique qui a E, qui va de E produit des EI vers EJ, et qui a un élément X égale XI, comme ça, associe XJ. Voilà. Eh bien, on appelle topologie produit sur E la topologie initiale sur E relative à la famille PI, EI, θ. Donc, c'est-à-dire, c'est la topologie la moins fine qui rend tous les PI continus. D'accord ? Et on la note comme ça. Alors, on sait que θ admet pour base l'ensemble des intersections sur J fini incluant I des PI-1 de I où les UI appartiennent à θI. Et on va démontrer en fait que dans ce cas particulier, la base B est égale à ça. Alors pour ça, on fait d'abord une première remarque. Si J appartient à I et que quand XJ est une partie de EJ, et si X toujours est égal à ça, dire que X appartient à PJ-1 de XJ, ça équivaut à dire que XJ appartient à XJ, à grand XJ. Et donc PJ-1 de XJ, ça va être le produit des YI, I appartenant à I, dans lequel je prends YI est égal, YJ égale J, et puis si I est différent de J, YI égale I, parce que PI-1 de I va être égal à E tout entier. D'accord ? Donc soit J fini, il ne serait pas d'ailleurs, ce ne serait pas grave, inclus dans I, et grand XJ inclus dans EJ, quel que soit J appartenant à J. Alors l'intersection sur J des PJ-1 de XJ est égale au produit des YI, I appartenant à I. Alors ça vient directement de ça, hein, où YI est égal à I si I n'appartient pas à I, et YI égale XI si I appartient à I. Donc du coup, B va devenir le produit des UI appartenant à I, ouais, voilà, c'est ça, où les UI appartiennent à θI, si I appartient à J et fine, alors si j'ai trouvé une partie finie J, et que I appartient à cette partie finie J. Et puis ailleurs, si I n'appartient pas à J, ben on va prendre UI est égal à EI. C'est exactement, ça découle de ce que j'ai écrit là. Alors les éléments de B sont des ouverts élémentaires. Dans le cas où I est fini, ben, on va lui donner, on va mettre des indices qui vont de 1 à n. On sait que B est égal à l'intersection pour I égale 1 à n des PI-1 des UI. UI appartient à θI, soit U, donc un élément comme ça. Dire qu'il appartient, que X appartient à U, ça équivaut à dire que chaque XI appartient à UI, ce qui équivaut à dire que X appartient au produit de 1 à n des UI, donc U est égal au produit de 1 à n des PI-1 de UI. Donc la base B va devenir quoi? Ben, B égale l'ensemble des produits de 1 à n des PI-1 de UI, où UI appartient à θI. Évidemment, c'est plus intéressant que dans le cas général, plus facile. Même notation, avec cette fois-ci, je reviens, je ne suis pas dans le cas fini, et un ensemble X muni d'une topologie, et puis une fonction f qui va de X vers E. Alors elle est continue si et seulement si chacun des PI rond f est continu. Démonstration, eh bien si f est continu, on a ce schéma-là, hein, quel que soit I appartenant à I, et les PI sont continus avec la topologie qu'on a vue, et donc f, PI rond f va être continu. Voilà. Donc réciproquement, je suppose que tous les PI rond f continuent, soit U un ouvert élémentaire, donc il appartient à B, donc il est de cette forme-là, hein. Je ne vais pas le réécrire, f-1 de U c'est l'ensemble des X tel que f de X, alors je vais l'appeler Y pour l'explication, appartient à U, ça veut dire qu'en fait chaque YI doit appartenir à UI, hein. YI c'est PI de Y. Donc c'est l'ensemble des X tel que PI rond f de X appartient à UI, quel que soit I appartenant à I. Donc l'ensemble des X tel que PI rond f de X appartient à UI, quel que soit I appartenant à J. Pourquoi je peux passer de grand I à grand J? Tout simplement parce que si I n'appartient pas à J, UI est égal à UI. Donc dire que PI rond f de X appartient à UI, bah, c'est évident, hein, c'est toujours vrai ça. Voilà, donc je peux passer à ça. Donc finalement f-1 de U, c'est l'intersection du coup des
PI rond F moins 1 de UI. Et pour moi, c'est important d'avoir une partie d'avoir le J ici, pardon. Justement, ça c'est une faute. D'avoir le J. Pourquoi? Parce que J va être fini. Et donc, quand je vais faire des intersections finies d'ouvert, parce que chaque PI rond F est continu, UI appartient à θi, donc PI rond F moins 1 de UI appartient à T. Donc ici, j'ai un élément de T, je fais une intersection d'éléments de T, mais en nombre fini. Donc j'ai le droit de dire que c'est un ouvert. Si c'était infini, je n'aurais pas le droit de le dire. D'accord? Donc j'obtiens ainsi que F moins 1 de U appartient à T, quel que soit U appartient à B, mais B est une base de θ. Donc ça suffit à dire que F est continu, tout le résultat. Les notations précédentes. Alors, Eθ est séparé si et seulement si, quel que soit I appartenant à I, EI θi est séparé. Démonstration, on suppose θ séparé, et on veut démontrer que EJ, θj est séparé. Donc on prend un J, et dans EJ, on prend X'(J), X seconde J différents. Pour tout I appartenant à grand I moins J, on prend un XI, on choisit un XI. Donc dans EI. Et on pose Y égale YI comme ça, avec YJ qui est égal à X'(J), et pour I différent de J, YI qui est égal à XI. Et puis là pour Z, ZI, ZJ égale X seconde J, donc il va être différent de YJ. Et pour I différent de J, par contre, on prend la même chose. ZI égale XI. YZ appartiennent à E. Et YJ différent de ZJ implique que Y est différent de Z. Eθ est séparé, donc il existe des ouverts U' X seconde de θ, tels que Y appartient à U', Z appartient à U seconde, et U' inter U seconde est égal à vide. Donc on peut trouver des ouverts élémentaires, B' égale pi des U', des UI', et B seconde égale pi des UI seconde, tel que Y appartient à B' est inclus dans U', et Z appartient à B seconde, inclus dans U seconde. Donc comme U' inter U seconde est égal à vide, B' inter B seconde est égal à vide. Notez que puisque Y appartient à B', le YJ, la jème composante, appartient à U'J. D'accord? Et là, c'est pareil. ZJ appartient à U seconde J. Bon. Alors, on va supposer que U'J et U seconde J ont une intersection non vide. C'est-à-dire qu'il y a un point dans les deux. AJ. AJ appartient à U'J inter U seconde J. Alors, on va choisir A', défini égal donc avec des composantes A'I, avec A'J qui est égal à AJ, donc qui va appartenir à U'J inter U seconde J. Et pour I différent de J, on va choisir A'I égale XI, c'est-à-dire égal YI égale ZI, qui appartient lui aussi à U'J inter U seconde I. Donc, de tout ça, il résulte que A' appartient à ça et à ça. Donc A' appartient à B' et B seconde, et pourtant l'intersection de ces deux-là, elle est vide, donc c'est impossible. Donc on a mal supposé, on avait supposé AJ appartenant à ça, ça veut dire que U'J inter U seconde J est égal à vide, donc finalement on a réussi à trouver un ouvert qui contient Y, un ouvert qui... donc un ouvert, pardon, excusez-moi. On a trouvé un Y qui contient... non, on a trouvé un qui contient ce qu'on avait supposé au départ, c'était X'(J) est différent de X seconde J. D'accord? Eh bien, YJ appartient à U'J, ZJ appartient à U seconde J, c'est des ouverts de θJ, et leur intersection est égale à vide. Donc, ça répond bien au problème et ça démontre que EJ est séparé. Et ceci, quel que soit J appartenant à I. Voilà. Donc, ça marche. Réciproquement, si A est égal à AI et qu'il est différent de B
égale à BI, donc c'est A et B qui appartiennent à E. Cette fois-ci, on va démontrer que E est séparé. Eh bien, il existe J tel que AJ est différent de BJ. Alors, comme EJ, θJ est séparé, on va pouvoir trouver des ouverts, vérifiant ça. Et on va construire, c'est un peu pareil, hein, U' est égal au produit des WI hein, en prenant WJ' égale U'J, et pour I différent de J, WI égale EI. Pareil pour U seconde, qui va être égal au produit des WI seconde, où WJ seconde égale UJ seconde, d'accord? Et pour I différent de J, WI seconde qui va être égal à EI, donc à WI'. Voilà. A appartient à U' parce que AJ appartient à W'J qui est égal à U'J. Et B appartient à U seconde parce que BJ appartient. En fait, on regarde que la composante J parce que les autres c'est des EI. Parce que BJ appartient à WJ seconde qui est égal à UJ seconde. Bon. Mais U'J inter UJ seconde est égal à vide. Donc, voilà, ça va forcément être égal à vide puisqu'on a ça tout simplement. Puisque U'J c'est la jème composante de ça, et U seconde J c'est la jème composante de ça. Donc comme ça c'est égal à vide, ça c'est égal à vide. De plus, tous les W'J appartiennent à θJ, donc U' appartient à θ, tous les WJ secondes appartiennent à θJ, donc les U secondes appartiennent à d'état, et puis on a ça, et puis on a que A, oui, c'est ça. Et on a A appartient à U', on a B appartient à U seconde, ce sont des ouverts, et puis leur intersection est vide. Donc Eθ est bien séparé. Ouf! Conséquence, soit EIDI, une famille d'espaces métriques, avec, on appelle θI, la topologie métrique associée. E est égal à pi des EI, θ c'est le produit des θI. Eh bien, puisque les EI, θI sont tous séparés, puisque ce sont des espaces métriques, eh bien, on peut affirmer que Eθ est séparé. On se donne une famille EI, θI d'espaces topologiques. Pour chaque I appartenant à I, on suppose que BI est une base de topologie θI. Alors, les ouverts élémentaires, c'est-à-dire les produits UI, qui pour un nombre fermé d'entre eux appartiennent à BI, et pour les autres c'est des EI, forment une base de la topologie θ, la topologie produit sur l'espace produit. Démonstration, chaque ouvert élémentaire U θ est un produit WI, où les WI pour un nombre fini d'entre eux appartiennent à θI, pour les autres c'est des EI. Chaque WI est une réunion du IK, c'est-à-dire d'ouvert appartenant à BI, puisque c'est une base, hein, d'accord? Et donc U peut s'écrire comme ça, et donc en développant, on va avoir une réunion de produits des AI, pour I appartenant à I, où les AI seront tous égaux, enfin, les AI seront des UIK, d'accord? Pour un nombre fini d'entre eux, puis pour les autres, ça sera des UI. Donc U est une réunion d'éléments de B. Chaque ouvert X de θ est une réunion d'ouverts élémentaires U, et comme chaque ouvert élémentaire U est une réunion d'éléments de B, bah chaque X appartenant à θ est une réunion d'éléments de B, donc B est une base de topologie θ. Voilà. Conséquence, si on a des espaces métriques, bah on sait que les boules forment une base de topologie de chaque θi. Donc l'ensemble B des ouverts élémentaires vont être de la forme, bah, pour un nombre fini d'entre eux, ce sera des boules, pour les autres, ce sera EI. Et donc ça, c'est une base de topologie de l'espace produit, idem dans le cas particulier où l'espace métrique est un EVM. Et de plus, si I est fini, B, ça va être l'ensemble des produits comme ça, parce qu'on peut imposer J égale vide, hein, on en a déjà parlé.
propriété, on a toujours une famille d'espaces topologiques avec aussi une famille de parties AI telles que AI est inclus dans EI. On pose donc toujours E égale produit des EI. Θ la topologie produit des θI, donc ça c'est une topologie sur E. A le produit des AI, et donc A est une partie de E. Donc on peut s'intéresser à la topologie induite par θ sur A, mais aussi au produit des topologies induites par les θi sur AI. Eh bien, justement, ces deux topologies sont égales. Alors, démonstration, une base de topologie de θ, c'est B égale l'intersection pour I appartenant à grand I des WI, WI appartenant à θi pour un nombre fini d'entre eux, puis les autres sont égaux à EI, c'est la condition 1. On sait qu'une base de θA est BA égale l'ensemble des A inter B, B appartenant à B, c'est-à-dire qu'on prend, ici on utilise la base de W, d'accord, de la base de E, pardon. Donc c'est l'ensemble des, et je remplace A par ça, d'accord, des WI vérifiant les conditions. Donc c'est l'ensemble des intersections des AI inter WI, WI remplissant les conditions 1. Alors il faut voir que quand WI décrit θI, AI inter WI décrit les ouverts de AI. Quand WI est égal à UI, WI inter AI est égal à I. Donc BA va être l'intersection des j'appelle ça W', en I appartenant à I. Ben, les W' décrivent θI. Alors θ décrivent les ouverts de AI, hein, c'est-à-dire induits par θI sur AI, si pour une partie finie d'entre eux, et puis pour les autres, les W' sont égales à AI. Et là, je reconnais quoi? Je reconnais exactement la même chose que là, sauf qu'on n'est plus dans E, mais qu'on est dans A, d'accord? Et donc je reconnais une base B' de la topologie produit des topologies induites par θi sur chacun des AI. Et donc, la topologie engendrée par la base B', qui est là, est égale à la topologie engendrée par A, par la base BA, vu que la base BA, d'accord, c'est la base B'. D'accord. Donc, ça, une base, ça induit, ça engendre une seule topologie. Donc, θA va être égal, hein, ces deux topologies-là vont être les mêmes. Voyons maintenant la convergence d'une suite dans un espace produit. On a donc, alors là, on va prendre un nombre fini d'espaces, donc n espaces topologiques. On prend la topologie de produit sur E, et on considère une suite xk de E. Donc en fait, il faut bien voir que chaque xk a une composante qui est xjk et qui est égale à pj de xk, la projection canonique. Et donc, on va démontrer que cette suite xk est convergente dans E si et seulement si pour tout j allant de 1 à n, la suite xjk est convergente dans EJ. Et dans ce cas, si on note LJ la limite de cette suite-là, d'accord, eh bien la limite de la suite xk, ce sera L1 jusqu'à Ln. Démonstration, on suppose donc que la suite est convergente dans E vers L égale L1 jusqu'à Ln, et on prend un J compris entre 1 et N. Et donc on va prendre un ouvert UJ, donc UJ appartient à θJ, tel que LJ appartient à UJ. Et on va poser UI égale EI, donc truc classique, si I est différent de J et I appartenant à entre 1 et N. Soit U égale le produit des UI. Alors, L appartient forcément à U parce que pour chacune des composantes, LJ, il appartient à UJ, et puis pour les autres, il n'y a pas de problème parce que les autres LI, ils vont forcément appartenir à EI. Donc L appartient à U, et donc
Il existe n tel que k supérieur ou égal à n implique que xk appartient à u. Et donc xjk va appartenir à uj, puisque u, u en fait, c'est le produit des UI. Donc dire ça, ça revient à dire ça. D'accord? Ça implique ça. Donc xjk va converger vers lj, puisqu'à partir d'un certain rang, on a ça. Voilà, donc cette suite-là, la suite xjk converge vers lj. Supposons maintenant que quel que soit j, donc la suite xjk converge vers lj, et prenons u appartenant à θ, contenant L, qui est donc ça. Comme B est une base de θ, il existe un univers élémentaire, B égale produit des UI appartenant à θi, tel que L appartient à B, inclus dans U. Donc, chacun des LJ va appartenir à UJ. Et donc, je vais exprimer maintenant le fait que les suites xjk convergent vers lj. Donc, quel que soit j, il existe nj appartenant à n, tel que pour k supérieur ou égal à nj implique que xjk appartient à uj, soit n le plus grand des nj. Comme ils sont en nombre fini, je peux prendre le plus grand. Si on n'avait pas un nombre fini, là, on serait coincé. Donc, alors, k supérieur ou égal à n implique que les xjk appartiennent à uj, quel que soit j allant de 1 à n, puisque tout est, à chaque fois, k va être supérieur ou égal à nj, donc on pourra appliquer ça. Donc on va avoir ça. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que xk appartient, que les xjk, enfin que xk, hein, qui va de xj, non, x1k, x2k jusqu'à xnk, d'accord, c'est ça, xk, eh bien il va appartenir au produit des uj, c'est-à-dire il va appartenir à b. Donc xk appartient à b, et b on sait qu'il est inclus dans u. Donc pour k supérieur ou égal à n, on a l'assurance que xk appartient à u. Eh ben, c'est à partir d'un certain rang, tous les xk sont dans u, donc xk converge bien vers L. Et en même temps, on a bien démontré que L était égal à ça. D'accord, à ça, à ça, à ça. Voilà, donc si on garde ces notations, mais si en plus on suppose que les EI θi sont séparés, on sait qu'alors Eθ est séparé, il y a donc unicité de la limite. C'est exactement le cas quand les EI sont des espaces, notamment le cas, quand les EI sont des espaces métriques ou des EVN. Le résultat que nous venons de voir se généralise au cas où I est une famille quelconque d'espaces topologiques. Donc je reprends les notations précédentes. Hein, et j'ai le résultat, xk, la suite xk converge dans E si chacune de ces composantes converge. Et la limite de la suite est égale eh bien, à l'élément de E dont les composants sont les limites de chacune des xk. Voilà. Alors, démonstration, on suppose que xk converge dans E vers L, soit on fixe J appartenant à I, on prend un univers appartenant à θj, tel que Lj appartient à Uj, on pose UI égale EI pour I différent de J. Et alors, on considère ça qui est un univers élémentaire, hein, puisque par définition en fait, hein, et L appartient à U, donc on sait qu'il existe, puisqu'il y a convergence K, N tel que K supérieur ou égal à N, implique que XK appartient à L. Et ça, si je regarde la composante en J, ça me donne ça. Donc la limite de XJK est égale à LJ, puisque quand on a ça, ben, on a pu trouver un rang à partir duquel, un rang grand N à partir duquel on a toujours ça. Supposons maintenant la réciproque, donc on suppose que chacune des composantes a une limite LI, on considère L, donc l'élément de E dont les composants sont les LI, et U un univers élémentaire qui contient L. Donc il va être de cette forme, l'univers élémentaire. Hein. Et quel que soit J appartenant à grand J qui est donc fini, il existe NJ, tel que K supérieur ou égal à NJ, implique que XJK appartient à UJ. Donc on appelle N le sub des NJ. Pour J appartenant à J, c'est faisable parce que J est fini.
Et K supérieur ou égal à N implique que JK appartient à J, quel que soit J appartenant à J. Mais bon, pour ceux qui ne sont pas dans J, de toute façon, on a ça. D'accord? Donc en fait, on a K supérieur ou égal à N qui implique que ça appartient à U, quel que soit, appartient toujours à U. Voilà. Et donc, on a finalement trouvé N, tel que K supérieur ou égal à N, implique que XK appartient à U. Ceci, quel que soit U appartenant à B, base de topologie de θ. Et donc, ça implique tout naturellement que la limite de XK est égale à L. Soit N et P appartenant à une étoile et une famille d'espaces topologiques, alors cet espace-là, qui est E croix F en fait, hein, E muni de la topologie produit, F aussi, est homéomorphe à cet espace-là, muni de sa topologie produit. Bon, l'homéomorphisme phi entre E croix F et Z, ben, il est évident, hein, parce que c'est celui qui, au couple XY, associe Z, tous les X, Z égale XI, où on retrouve les XI qui sont dans X et dans Y. Phi de XY égale phi de X', Y' équivaut à Z égale Z', équivaut à chaque XI est égal à chaque X', ce qui équivaut à dire que X est égal à X' et Y égale Y', donc c'est une injection. Et si Z égale ZI appartenant à Z, on a évidemment Z égale phi de XY avec la notation précédente. Donc surjection, donc bijection. Une base de topologie θZ, c'est ça. Idem pour BE et BF. Hein. Base de topologie de E, base de topologie de F. Il est évident que pi des UI de 1 à n plus P, alors si je prends des UI là, qui sont dans θI, hein, est égal à phi de pi des UI de 1 à n, pi des UI de n plus 1 à n plus P. Alors c'est évident parce que dire que XI appartient à ce truc-là, ça équivaut à dire que chaque XI appartient à UI, quel que soit I, et donc que X appartient à pi des UI et Y aussi. Hein. Voilà. Si U est égal à pi de 1 à n plus 1 des UI appartenant à BZ, phi moins 1 de U est donc égal à ça, d'accord, qui appartient à BE, ça à BF, donc à θE au produit des topologies, hein, d'accord. Et donc, voilà, une base de topologie. Alors ça nous dit que phi est continu. Pourquoi? Parce que en fait, on a pris un élément de la base de Z, et il suffit que phi moins 1 de cet élément appartienne à la topologie qu'il y a sur E croix F pour que ça soit continu, et c'est le cas. Une base de topologie de E croix F, bah, c'est B de E croix F égale ça, hein, d'accord. Donc, ici, si on prend un élément de B de E croix F, donc ça va être un truc comme ça, et donc il est évident que phi moins 1 de U croix V, qui est égal à phi de U croix V, va être égal au produit de A n plus P des UI qui appartient à BZ, et donc phi moins 1 va être continu, et donc phi est un homéomorphisme. Par exemple, si on a trois ensembles, eh bien celui-là va être isomorphe à celui-là, d'accord. Là c'est le cas où j'ai pris n égale 1, hein, puis P est égal à 2, ça revient à ça, oui, et P égale 2. D'accord. Et puis là, c'est quand je prends n égale 1 et p égale 2, celui-là va être isomorphe à ça, donc ces deux-là vont être aussi homéomorphes, pardon. Pas isomorphes, mais homéomorphes. Bon, en pratique, on identifie ces ensembles et leur topologie. Nous voyons maintenant la topologie finale. On a un ensemble, un espace topologique θ, un ensemble X non vide, une application entre les deux. Alors, U, l'ensemble des W appartenant à X, tel que f-1 de X appartient à θ, est une topologie T sur X, qui rend la fonction f continue pour ces deux topologies-là, et T est la topologie la plus fine qui rend f continue. Démonstration, d'abord dans la topologie, f-1 de X égale E appartient à θ, donc X appartient à T. f-1 du vide égale vide appartient à θ, donc θ appartient à T. Et si j'en prends deux qui appartiennent à T, f-1 de U1 inter U2 égale ça appartient à θ parce que U1 appartient à T, ça appartient à θ parce que U2 appartient à T. L'intersection va appartenir à θ parce que θ est une topologie, donc U1 inter U2 appartient à T.
Et je fais la même chose avec une famille, f-1 de la réunion, donc une famille de T, c'est l'union des f-1 de I, ils appartiennent tous à θ, on a une topologie, donc l'union quelconque appartient à θ, donc, et ça quel que soit I, donc l'union des UI appartient à T, et donc c'est une topologie. Si je prends U appartient à T, f-1 de U va appartenir à θ, donc F est continu pour les topologies θ et xt, pour les topologies θ et T. Et si je prends T' une topologie sur X telle que cette fonction soit continue, je prends U appartenant à T', alors f-1 de U appartient à θ parce que F est continu de Eθ vers xt', mais comme f-1 de U appartient à θ, j'en déduis que U appartient à T. Donc j'ai cette implication, donc T' inclus dans T, et donc T est la plus fine, rendant F continu. On fait la même chose, alors on l'appelle topologie finale sur X, et on généralise à une famille de quelconque, d'accord? Et là aussi on appellera topologie finale relative aux EI, θi, Fi. Alors, soit T, l'ensemble des U appartenant à X, tel que Fi-1 de U appartiennent à θi, quel que soit I appartenant à I. Alors, on a une topologie, toutes les Fi sont continues pour ces topologies θi, T, et T est la topologie la plus fine rendant toutes les Fi continues. Démonstration, bah, c'est pareil que la précédente, hein, Fi-1 de X égale I, quel que soit I, et ça appartient à θi, donc X appartient à T, quel que soit I, Fi-1 du vide égale vide qui appartient à θi, donc vide appartient à T. Et si je prends U1, U2 appartenant à T, quel que soit I, Fi-1 de U1 appartient à θi, Fi-1 de U2 aussi, Fi-1 de l'intersection, c'est l'intersection des Fi-1, ça appartient à θi parce que c'est l'intersection de deux ouverts de θi, et θi est une topo, donc U1 inter U2 appartient à T. Voilà. Si WK maintenant, K appartenant à delta, est une famille de T, quel que soit I et quel que soit K, Fi-1 de WK appartient à θi, et donc, quel que soit I, je vais avoir Fi-1 de l'union des WK, qui est l'union des Fi-1 de WK, mais ça appartient à θi, qui est une topologie, donc l'union des éléments de θi, c'est un élément de θi, et donc union... et comme Fi-1 de ça appartient à θi quel que soit I, l'union des WK appartient à T, donc T est bien une topologie. Quel que soit U appartenant à T et I appartenant à I, Fi-1 de U appartient à θi, donc Fi est continu. Et si T' est une autre topologie sur X telle que les Fi sont continues, de I θi vers Xt', si je prends U appartenant à T', comme Fi est continu entre là, de là à là, Fi-1 de U va appartenir à θ, mais si Fi-1 de U appartient à θ, ça, quel que soit I appartenant à I, hein, et donc ça implique quoi? Ça, c'est quel que soit I appartenant à I, d'accord? Eh bien, ça implique que U appartient à T. Donc U appartient à T, et donc T', quel que soit U appartenant à T', U appartient à T. Donc ça veut dire que T' est inclus dans T, d'où le résultat. La topologie T que nous venons de définir est appelée topologie finale sur X relative à cette famille. Dans le cas où I est un singleton, elle coïncide avec la topologie finale qu'on a définie pour f, e, θ. Si E est un espace topologique et f une fonction de E vers X et T la topologie finale relative à f, e, θ, je reviens à une seule fonction, soit YU un espace topologique et G une fonction de X vers Y, alors on a l'équivalence G continu pour ces deux topologies-là équivaut à G rond F continu pour ces deux-là. Démonstration, on a cette configuration, et donc si G est continu, comme F est continu pour la topologie T, on en déduit que G rond F est continu. Inversement, si G rond F est continu, on prend W appartenant à U, on voit que comme G rond F est continu, G rond F moins 1 de W appartient à θ. Ça veut dire que F moins 1 de G moins 1 de W appartient à θ. Puisqu'il appartient à θ, j'en déduis que G moins 1 de W appartient à T. Ceci, quel que soit W appartenant à U, donc G est continu.
On fait la même chose, exactement la même chose, avec la topologie finale relative à une famille, hein, comme ça, toujours avec un espace topologique YU, et j'ai une fonction de XY, alors on a l'équivalence. G continue pour ces deux topologies-là, équivaut à, quel que soit I, cette fois-ci, G rond FI est continu pour ces deux topologies. Démonstration, on a cette configuration-là. Et bien évidemment, si G est continu, comme les EFI sont continus pour la topologie finale T, on en déduit par composition que G rond FI est continu quel que soit I. Inversement, on suppose tous les G rond FI continus, on prend W appartenant à U, c'est exactement la même démonstration. Hein. G rond FI est continu, donc G rond FI moins 1 de W appartient à θ I, donc FI moins 1 de G moins 1 de W appartient à θ I, quel que soit I appartenant à I. Donc ça veut dire FI-1 du truc appartient à θ I, quel que soit I, ça veut dire que le truc en question appartient à T. Donc G-1 de W appartient à T, quel que soit W appartenant à U, donc G. Espace topologique quotient, on a un espace topologique, une relation d'équivalence, on prend son espace quotient, on a θ sur R, la topologie finale relative à Eθ et à l'application canonique qui va de E sur R qui à X associe la classe. Θ sur R est la topologie quotient sur l'espace quotient et on a ainsi un espace topologique. On appelle ça la topologie quotient. Et la projection canonique, on le sait, va être continue pour ces deux topologies. Θ sur R, on le sait aussi, c'est l'ensemble des parties de E sur R, tel que pi moins 1 de U appartient à θ. Donc, première propriété évidente, U est un ouvert pour θ sur R, si et seulement si l'ensemble des X appartenant à E, tel que pi de X appartient à U, appartient à θ. Démonstration, U appartient à θ sur R, c'est équivaut à pi moins 1 de U appartient à θ, ce qui, grâce à ça, donc ça équivaut à dire que l'ensemble des X appartenant à E, tel que pi de X appartient à U, et bien cet ensemble appartient à θ. On dit qu'une application, parce qu'on a besoin après f d'un espace topo vers un autre espace topologique est ouverte si f de θ1 est inclus dans θ2. Attention, ce n'est pas la même chose que de dire f-1 de θ2 est inclus dans θ1. R, on appelle R le graphe de la relation d'équivalence. C'est l'ensemble des xy appartenant à E croix E tel que x est en relation avec y. Alors, si E sur R, θ sur R est séparé, R est fermé dans cet espace, topologie produit ici. Si R est fermé dans cet espace, et si pi est ouverte, on a besoin d'une condition supplémentaire, alors E sur R, θ sur R est séparé. Démonstration du pitin, prenant xy appartenant à E2 moins R, comme x n'est pas en relation avec y, pi de x différent de y, mais l'espace est séparé, donc il y a un ouvert. Il y a deux ouverts, tels que pi de x appartient à θx, pi de y à θy, et θx inter θy égale vide. X appartient à pi moins 1 θx, qui appartient à θ parce que pi est continu, et θx ouvert. De même pour y. Donc xy appartient au produit, qui est un ouvert élémentaire de la topologie de produit. Donc, soit zz' appartenant à U. Supposons que z est en relation avec z'. Alors, pi de z égale pi de z', mais pi de z appartient à θx, et pi de z égale pi de z', ça implique, et comme pi de z' appartient à θy, ça impliquerait que θx inter θy est différent du vide, ce qui est faux. Donc z n'est pas en relation avec z', donc zz' n'appartient pas à R. Donc, quel que soit xy appartenant à E2 moins R, il existe un ouvert U, hein, c'était celui-là, appartenant à la topologie produit, tel que xy appartient à U et U inter R est égal à vide, donc R est fermé. Alors, réciproque, sauf que ce n'est pas la réciproque parce que pi est ouverte, on prend xy appartenant à E sur R, x différent de y, on prend petit x appartenant à pi moins 1 de grand x et petit y appartenant à pi moins 1 de grand y, pi de x égale x, pi de y est égal à y, voilà, on sait que ça donne toute la classe, et x différent de y, donc x n'est pas en relation avec y, donc xy n'appartient pas au fermé grand R, donc il existe un ouvert, comme il est fermé, il existe un ouvert élémentaire θx croix θy, tel que xy appartient au produit θx croix θy.
qui est inclus dans le complémentaire de R. Supposons que grand Z appartienne à pi de θx inter pi de θy. Il existerait alors Z1, Z2 appartenant à θx fois θy, tel que Z égale pi de Z1 égale pi de Z2. Donc Z1 serait en relation avec Z2, donc Z1, Z2 appartient à θx fois θy inter R, ce qui est faux, ce qui est égal à vide, donc c'est impossible, donc ça veut dire que ça c'est vide. Donc en plus pi est ouverte et θx est un ouvert, pi est ouverte et θxy est un ouvert, donc pi θx, pi θy sont des ouverts, d'accord? Donc je me retrouve avec x qui appartient à pi θx appartenant à l'ouvert pi θx, y appartient à pi de y appartenant à l'ouvert pi θy, et pi de θx inter pi θy égale vide, donc j'ai bien un espace qui est séparé. Théorème qu'on va voir avec les notations précédentes, ce sera ça le théorème. On a toujours l'espace topologique θ sur lequel et une relation d'équivalence sur cet espace qui nous a permis de construire un espace quotient. Là en plus on se donne une fonction f de Eθ vers E'θ', un espace topologique, compatible avec la relation d'équivalence grand R, c'est-à-dire que si x et y sont en relation, alors f de x est égal à f de y. Ce qui permet de définir une fonction f chapeau qui va de Eθ vers E', non, qui va de l'espace quotient vers E', par f chapeau de x qui est égal à f de x, où x appartient à pi moins 1 de grand x, quel que soit grand x appartenant à E sur R. Alors pourquoi est-ce qu'on peut faire ça? Parce que si on prend deux représentants de grand x, pi de x sera égal à pi de y sera égal à grand x, et donc x et y seront en relation, et donc f de x sera égal à f de y. Donc évidemment, quel que soit x appartenant à E, f chapeau rond pi de x est égal à f de x, parce que là je prends la classe de x, f chapeau de x c'est f de x, d'accord? Donc ça donne exactement ça. Donc on est dans la situation d'une propriété déjà vue, dans un cadre plus général avec un espace topologique θ, et une topologie finale qu'on a installée sur un ensemble x, on l'avait appelé t, d'accord? Et on avait une fonction g qui allait de xt vers yθ', et on avait dit que g était continu si et seulement si g rond f était continu. Voilà. Et bien ici on a pi au lieu d'avoir f, d'accord, et on a f au lieu d'avoir g. Et donc on va pouvoir dire que f chapeau est continu si et seulement si f chapeau rond pi est continu. Sauf que f chapeau rond pi c'est f. Donc on a ça. Alors on peut le redémontrer, c'est la même démonstration d'ailleurs. Donc si f chapeau est continu, bah là c'est évident, pi étant continu, f chapeau rond pi va être continu, donc f va être continu. Sinon, bah, on prend U' appartenant à θ', et on veut démontrer que f chapeau de U', on veut démontrer que f chapeau moins 1 de U' appartient à θ sur R. Et pour ça, on s'intéresse à pi moins 1 de f moins 1 de U'. Et bien ça c'est égal à, finalement ça va être pi moins 1 de rond f chapeau moins 1, c'est-à-dire f chapeau rond pi moins 1 de U'. D'accord? Et ça fait f moins 1 de U', et ça appartient à θ parce que U' appartient à θ' et que f est continu. Donc ce truc-là appartient à θ. Donc je sais, parce que ça c'est la topologie sur l'espace quotient qui permet de le dire, que f chapeau moins 1 de U' va appartenir à θ sur R. Donc, et ça c'est vrai quel que soit U' appartenant à θ', donc f chapeau est continu. Voilà. Parce que je rappelle la propriété, si A est inclus dans E sur R, A est ouvert si et seulement si pi moins 1 de A est ouvert pour E. Bon, alors ce cas-là, là, d'avoir une fonction f comme ça, c'est assez courant. Hein, alors, là, l'espace quotient était déjà défini, la fonction f est venue après, mais souvent c'est dans le sens contraire. On a une fonction f qui va de E vers E', et on définit sur E la relation R par x et y, si et seulement si f de x est égal à f de y. Alors, c'est une relation d'équivalence évidente sur E. Là, c'est pas ce qu'on a dit, hein. On a dit x et y implique f de x égale f de y.
On n'a pas dit équivalent.